Bienvenue à tous. Donc, dans ce webinaire H5P, un outil évolutif pour faciliter la réutilisation des contenus pédagogiques. Donc, moi, je suis Nathalie Leneveu, je suis conseillère pédagogique pour la Fondation UNIT et j'ai comme mission d'accompagner les enseignants impliqués dans les différents appels à projets des UNT à valoriser leur investissement en pédagogie au sein de la communauté des talents pédagogiques via son site web, la cartographie des talents, donc www.cartotalent.fr. Je vous mettrai le lien dans le chat. Donc voilà, je vous explique un peu le déroulement de ce webinaire. Donc, nous aurons environ 30 minutes de présentation et ensuite, on a prévu 30 minutes d'échange et de questions-réponses. Ces 30 minutes, en fait, donc dans un premier temps, c'est Pierre Duvernex, développeur web pour la Fondation UNIT, qui va débuter la présentation. Et ensuite, Laurent Desrennes prendra la suite. Donc, Laurent est responsable de la transformation numérique à l'ISAE Super-Héros. Voilà. Et pour information, on a volontairement coupé vos micros et caméras parce qu'on souhaite tout simplement enregistrer ce webinaire pour le rendre disponible à tous. Donc, si vous avez des questions, je vous demanderai de passer par le chat. On a commencé un petit peu. Voilà. Donc, moi, je prendrai les questions dans l'ordre. Et éventuellement, si vous aurez envie de poser votre question en direct, ce qu'on fera, c'est qu'on rallumera votre micro, voilà, pour que vous puissiez la poser. Par contre, je vous demande toujours de couper votre caméra. Donc, voilà, encore une fois, c'est pour une diffusion ultérieure. Voilà. Et ce webinaire aussi donc, est enregistré et sera disponible donc, sur le site d'UNIT, sur le site de l'Université numérique et sera aussi diffusé via la newsletter de l'Université numérique et de la communauté des talents pédagogiques en janvier. Voilà. Et il sera également disponible sur la chaîne YouTube de la communauté des talents. Donc, on va débuter ce webinaire. Je pense qu'on est prêt. Beaucoup de participants, donc c'est chouette. Donc, Pierre, je te laisse allumer ton micro et ta caméra et puis je te passe la parole. Moi, je vais couper ma caméra, mon micro, mais je vais rester avec vous. Puis, je reviendrai vers vous au moment de la période de questions-réponses. Voilà. À tout à l'heure. Eh bien, bienvenue à tous. Donc, je suis Pierre Duvernay, je suis développeur web pour la Fondation UNIT et j'interviens également aussi principalement sur des plateformes Moodle, autant sur l'administration que sur l'utilisation et l'accompagnement. Donc, cette première partie de webinaire va présenter ce qu'est H5P. Donc, dans ce cadre-là, la Fondation UNIT pour l'université numérique a été retenue dans le cadre de l'appel à projet hybridation. Donc, le projet s'appelle Punchy et il porte sur la création de micro-contenus, donc facilement réemployables par le corps enseignant. Donc, nous avons fait le choix d'utiliser l'outil H5P pour des raisons qu'on va détailler au cours de cette présentation. Alors, qu'est-ce que H5P? C'est une boîte à outils qui rassemble une cinquantaine d'activités différentes. Ces activités vont d'un simple bloc texte à des choses bien plus complexes, comme une image à 360 degrés, par exemple. L'outil est multiplateforme, il est proposé sous forme de plugin pour des plateformes Moodle, WordPress, Drupal, Canvas pour les principales, mais également Blackboard ou Brightspace pour être un petit peu plus spécifique. Le logiciel H5P est open source, il est développé depuis 2014 par une entreprise norvégienne qui s'appelle Joubel, et il est issu d'un appel à projet de l'éducation nationale norvégienne qui l'emploie depuis de manière extensive. Donc, les contenus qui sont créés avec H5P sont faits pour un affichage direct dans le navigateur, sans autre forme de contrainte pour les utilisateurs. Et enfin, donc H5P permet l'interactivité et favorise l'engagement des apprenants. Et il va générer des traces d'apprentissage, ce qu'on va détailler un petit peu plus loin dans la présentation. Au niveau des types d'activités, on peut consulter la liste complète sur le dépôt officiel, h5p.org. Donc, on va retrouver une grande variété de types d'activités possibles qui vont d'un simple texte, comme je l'ai dit, à de la vidéo interactive, par exemple. Alors, il faut savoir que H5P est open source, donc les outils ne se limitent pas à cette liste. Ça, c'est le dépôt officiel. Vous allez pouvoir intégrer, par exemple, des activités qui sont issues de la communauté ou bien utiliser vos développements personnels dans votre librairie H5P.
On peut catégoriser les différents types de contenus dans 5 grandes familles. Donc, les activités qui concernent le texte, la mise en forme de textes très simples, voire des interactivités beaucoup plus poussées, comme un texte avec des mots à marquer, par exemple, ou du glisser-déposer. Les activités de type image, avec de la mise en forme un petit peu poussée d'images, et également de l'ajout d'interactivité, par exemple des activités de cartes à retourner ou des images à 360 degrés. Tout ce qui touche à l'audio, on va pouvoir donc évidemment insérer des sons pour la lecture, mais également demander, par exemple, l'enregistrement de vos utilisateurs directement dans le navigateur sans outils externes. Au niveau de la vidéo, donc on a la capacité à intégrer un chapitrage dans les vidéos. On va pouvoir également incruster des éléments d'interaction dans les vidéos, par exemple un petit QCM directement superposé en plein milieu d'une vidéo. Et on peut ajouter également des sous-titres. Et enfin, donc, les quiz, qui sont une variété de types de questions différents, qui peuvent être utilisés soit isolément, soit de manière rassemblée, donc dans un quiz. Alors, chaque type d'activité H5P est accompagné d'un éditeur, donc qui va permettre sa création et sa modification. L'interface est relativement simple d'accès, elle est assez épurée. Donc, on dispose d'options plus poussées pour modifier le comportement de l'activité lorsque c'est possible. On peut également modifier les textes de base de l'activité. Donc, par exemple, dans le cadre d'une question de type vrai-faux, on va pouvoir aller modifier l'intitulé des boutons. Pour la réponse vraie, par exemple, on pourrait le transformer en oui, le texte, ce qui n'est pas le cas sur une plateforme Moodle, par exemple. Donc là-dessus, on va gagner un petit peu de flexibilité et de customisation au niveau des textes. Alors, l'éditeur d'activité d'H5P s'accompagne également d'un volet métadonnées. Alors, il est plutôt sommaire, mais il va permettre d'accompagner l'activité tout au long de son cycle de vie. On peut y mentionner la licence de l'objet pédagogique, le ou les auteurs du contenu, la source, etc. Et on peut y ajouter éventuellement une mention à un historique de mise à jour du contenu pour créer un historique complet d'intervention sur une ressource. Et ça va être transporté avec l'export généré par H5P. Donc, ces données, elles vont se retrouver dans un encart qui s'appelle droit d'utilisation. Et cet encart, on va le retrouver dans ce qu'on appelle le cadre H5P, donc c'est ce qui entoure la ressource. Et en bas, vous allez retrouver 3 types d'actions possibles. Le bouton réutiliser, qui permet de télécharger le fichier source H5P. Le bouton droit d'utilisation, donc qu'on vient de voir, qui va afficher les informations de copyright. Et le bouton embarquer, qui va vous permettre de récupérer le code d'intégration du contenu sous forme d'iframe de manière distante, au même titre qu'on le fait, par exemple, avec un bouton d'intégration d'une vidéo YouTube. Au niveau de l'export H5P, le bouton réutiliser va lancer le téléchargement d'un fichier avec une extension .h5p. Donc, c'est une extension spécifique à H5P, évidemment. Alors, si vous laissez l'option activée, H5P va permettre automatiquement de mettre à disposition les sources de chaque activité. Donc, c'est un paramètre qui est optionnel. Vous pouvez désactiver le cadre, mais par défaut, le H5P autorise l'utilisateur à récupérer les sources d'une activité. Donc, une fois téléchargé, c'est un fichier qui va pouvoir être directement importé dans toute plateforme qui dispose du plugin H5P. Alors, pour aller un petit peu plus loin avec cet export, on va revenir sur le terme H5P, qui est en fait l'abréviation de HTML5 Package. Ça nous renseigne un petit peu plus sur les technologies qui sont employées par le logiciel. Donc, c'est des technologies qui sont très répandues. Et avoir connaissance de ce qui est employé, ça permet notamment de sécuriser ou non l'adoption d'un nouvel outil. Donc, dans ce cadre-là, un export H5P, on va pouvoir le manipuler très simplement. Ça se comporte globalement comme un fichier zip qu'on va pouvoir décompresser. Et au niveau du contenu, on peut vérifier ce qu'il intègre. Donc, parmi les différents types de contenus, on a une structure assez simple, quelles que soient les activités. On va retrouver les fichiers de style, donc la mise en forme CSS, les images, les polices, etc. Les fichiers de langue utilisés par l'interface et l'éditeur de contenu, le schéma des données employé par l'éditeur de l'activité, les métadonnées, et enfin la logique de l'activité en elle-même qui est développée en JavaScript, qui est le langage de programmation le plus employé dans la programmation web.
Donc tout ça, ça va constituer un ensemble qui va répondre aux normes HTML5 et qui va maximiser la facilité d'utilisation et le nombre de terminaux pouvant utiliser les contenus. Donc quel que soit le terminal employé, que ce soit mobile, tablette, voire même téléconnecté, on va pouvoir utiliser et afficher les contenus H5P. Au niveau de la réutilisabilité, donc comme je l'ai déjà indiqué, les exports H5P peuvent être importés dans toute plateforme qui dispose du logiciel. Alors, si l'activité que vous importez s'appuie sur des composants H5P que vous possédez déjà, H5P va gérer automatiquement les différentes versions employées sans créer de risque d'incompatibilité de version. Lorsque vous importez une activité H5P, vous récupérez également son éditeur. Vous avez le contenu qui a été créé par l'auteur, mais également la capacité à le modifier et à éditer de nouveaux contenus avec l'éditeur. Donc tout ça, ça fait partie de l'export, donc qui importe le contenu plus son éditeur. Ça implique également que si vous importez un type d'activité dont vous ne possédez pas encore le contenu sur votre propre plateforme, vous allez également récupérer la capacité à en créer de nouveaux avec. Alors, j'ai parlé en tout début de présentation des traces d'apprentissage. H5P utilise la norme XAPI et va générer des traces sur plusieurs types d'actions. Donc, XAPI, c'est une norme e-learning qui permet de formaliser des suivis d'utilisateurs sous forme de traces d'apprentissage. Alors, ça utilise un formalisme de type acteur-verbe-objet, donc qui fait référence à l'utilisateur suivi, l'action visée et le contenu pédagogique concerné. Donc, ces traces, elles vont pouvoir être affichées et gérées soit directement dans les LMS, lorsque c'est possible, soit par des systèmes de stockage de traces, donc on appelle ça des LRS. On va prendre un exemple du site h5p.org. Donc, c'est une vidéo interactive. Un petit peu plus loin dans la timeline de cette vidéo, on peut trouver une incrustation de quiz à choix multiples. Donc, lorsqu'on va cliquer sur ce bouton pour déclencher le quiz, on va générer une trace avec un verbe qui s'appelle attempted et on va pouvoir savoir que la tentative a été lancée par l'utilisateur. On peut vérifier dans la console. Donc, il y a bien une émission de verbe ici et une trace XAPI qui est générée. Lorsque l'utilisateur va cocher l'une des réponses, pas encore validée, mais cochée simplement, on va récupérer une nouvelle trace avec un verbe qui est différent, qui s'appelle interacted. On est en capacité de savoir que l'utilisateur a interagi avec. Et enfin, lorsque l'utilisateur va valider sa réponse, on aura encore une nouvelle type de trace avec le verbe answered et également le score et la réussite à l'activité. Donc, comme on a pu le voir au fil de cette présentation, on voit que H5P a différentes forces. J'ai pu évoquer donc le projet Punchy de l'Université numérique en début de présentation, qui porte sur la création d'un ensemble de contenus numériques avec un haut potentiel de réutilisation, et ils sont tous créés avec H5P. Donc, on parle de micro-contenus, qui sont des unités pédagogiques fines qui concernent l'utilisation d'une notion. Donc, le fait de pouvoir disposer de sources qui sont nativement proposées à chaque niveau d'élément de H5P, c'est déjà un début de réponse technique à la réutilisabilité des micro-contenus. À ce niveau-là, H5P nous fournit à la fois l'environnement pour l'exposition des contenus, leur redistribution, et enfin la capacité à les modifier et à éditer de nouveaux contenus, donc avec son éditeur intégré. Vous pourrez retrouver une page sur le site unit.eu qui parle un petit peu plus profondément du projet Punchy. Je vais, pour cette fin de présentation, vous montrer un exemple de micro-contenu sur une plateforme Moodle. Alors, normalement, vous voyez mon écran. Donc là, on est dans une plateforme, voit, hein. Voilà, très bien. Une plateforme Moodle, tout ce qui est de plus classique, qui intègre dans une section un exemple de micro-contenu. Donc, on a une succession d'éléments H5P. Donc ici, une section qui montre les objectifs de la partie. Ensuite, un autre type d'élément qui va afficher une présentation, alors ici du projet informatique. Donc, on mixe comme ça plusieurs types de contenus jusqu'à une présentation d'un morceau de code de programmation en Python. Et enfin, à la fin, on a un petit QCM pour revenir sur les contenus de l'élément. Ce qui est intéressant, c'est de noter qu'à chaque niveau, on va pouvoir récupérer, télécharger le micro-contenu en un simple clic. Donc, grâce aux fonctions de H5P, donc si je m'intéresse à, par exemple, le QCM, je vais pouvoir, en un clic, récupérer ce contenu, me l'approprier en tant qu'enseignant et le modifier.
Donc, c'est la fonction d'export automatique proposée par H5P. Donc, vous récupérez à la fois le contenu et également le type d'éléments et la capacité à en créer de nouveaux par la suite. Donc, j'ai fini pour ma présentation. Je vais laisser Nathalie reprendre la parole. Oui, super, merci Pierre. Du coup, Laurent, je vais te céder la parole et comme Pierre, est-ce que je t'invite à te présenter brièvement et ensuite tu as 15 minutes à ton tour pour ta partie. Donc, je suis Laurent Deren et je vais vous présenter notre approche à ISAE Super Héros concernant donc la réutilisation des micro-contenus qui s'appuie sur H5P mais qui développe une infrastructure un peu particulière. Je parle en mon nom, mais surtout pour l'équipe IDEA qui est en photo juste en dessous, qui est très hétérogène avec des profils très différents, qui nous a permis de développer tout ça. Voilà, donc ça c'est IDEA, une équipe qui traite de la transformation numérique de l'ISAE Super Héros dans sa largeur, et puis aussi un aspect plus pointu sur l'innovation pour l'enseignement. Je commencerai par faire une présentation de l'écosystème, ce qu'on a appelé l'écosystème NAS, donc Nuggets as a Service, et puis ensuite j'essaierai de vous faire quelques démos si le temps me le permet. Alors, donc en fait, ces travaux sont nés, disons, de nos expériences, voilà, des expériences qu'on a pu réaliser en mode innovation au sein de l'équipe et de l'ISAE, avec évidemment certains enseignants de l'ISAE, et notamment en termes de digital learning, on développe toujours des MOOC en particulier ou des assemblages de MOOC et aussi des formations par exemple professionnelles, des formations continues sur le sujet, en utilisant, là je parle vraiment de formation très numérique, disons, et puis voilà, on envisage aussi d'autres projets encore plus gros en termes de digital learning. Donc cette expérience nous a conduit en fait à nous poser un certain nombre de questions sur la transformation numérique de l'enseignement, disons, de manière générale, et en particulier pour cette activité, l'activité que je vous présente là, au sujet donc des contenus. Voilà, on essaie de s'interroger sur donc, comment inciter à l'hybridation, comment faciliter l'hybridation, notamment des cours, hybridation numérique présentielle par exemple, comment accélérer la production agile de formation, c'est des choses qui nous importent aussi beaucoup, notamment quand on transpose en formation, quand on veut répondre en formation continue par exemple à un besoin spécifique, comment limiter l'investissement d'enseignants-chercheurs ou d'experts qui est une denrée très rare avec du temps compté, il faut essayer d'optimiser son temps, etc. Comment produire efficacement des ressources de qualité. Bon, voilà. Comment les gérer, comment gérer la maintenance des contenus, c'est aussi un sujet qui nous intéresse parce qu'ensuite, il faut pouvoir effectivement faire les choses lors de la phase de construction, mais ensuite pouvoir aussi le mettre à jour. Et mettre à jour également sa diffusion. Quand on éparpille ensuite les ressources, on va aussi avoir plus de difficultés de maintenance par la suite pour avoir à tout gérer. Comment sécuriser l'usage et maîtriser l'espace de diffusion des contenus. Voilà, alors donc certes, on produit des MOOC et des formations ouvertes et des formations open education, mais aussi on produit quelquefois des morceaux qui ne sont pas open education, qui sont à destination de nos étudiants, par exemple, ou bien d'une communauté X ou Y, mais pas forcément ouverte complètement. Donc comment pouvoir choisir, comment pouvoir gérer ça, en fait. C'est une des problématiques aussi qui nous intéresse. Comment rentabiliser le coût de production des ressources, sachant qu'elles sont souvent très coûteuses à faire. Pour certaines, en tout cas, on aimerait bien pouvoir investir quelquefois beaucoup de temps sur une ressource qui nous paraît importante, mais comment faire pour que finalement ce temps, cette qualité, cette surqualité quelquefois, elle soit quand même rentabilisée un peu, et en particulier par la réutilisation transverse. Comment préparer le terrain, de la formation adaptative. Bon, voilà, on s'intéresse évidemment à ce qui peut arriver, et ce qui arrive en fait, et la capacité à pouvoir s'adapter aux besoins des étudiants. Et enfin, comment faciliter l'appropriation de ressources existantes? C'est une question qu'on commence à aborder. Comment un enseignant qui n'en serait pas l'auteur pourrait
pourrait donc s'approprier une ressource existante. Voilà. Donc, toutes ces questions, qui sont très larges, ont donné lieu à l'idée, à la base, de pouvoir donc nourrir en fait des dispositifs de formation avec des contenus réutilisables. Voilà. Ça, c'est assez clair sur le schéma. On a souvent si on arrive à trouver une bonne granularité, on va pouvoir faire cela, c'est-à-dire vraiment de pouvoir donc assurer cette réutilisation sans modifier en fait, alors que c'était un point qu'évoquait beaucoup Pierre. L'idée n'est pas de modifier la ressource, mais la rendre suffisamment petite pour qu'elle n'ait pas besoin d'être modifiée justement. Elle soit un peu unitaire, une notion, disons. Donc, là, vous reconnaissez un petit peu le cahier des charges aussi de Punchy, je pense. Donc, on a défini cette unité qui nous semblait appropriée à l'enseignement supérieur, au domaine quelquefois un peu complexe. Il faut quand même avoir du temps pour aborder une notion dans un certain niveau de détail. Donc, mais l'idée étant de ne pas aller trop loin. Donc, ce micro-contenu, que nous, on a appelé ADN de manière très local, avec ce petit jeu de mots sur l'acronyme, Aerospace Digital Nuggets, donc, qui peut évidemment s'entendre, pas forcément aerospace, évidemment, si on y met autre chose. Nous, voilà, on s'est axé un peu là-dessus. Bon, l'idée, c'était de définir un modèle qui soit donc facilement réutilisable, donc avec cette notion de temps, cette notion de décontextualisation pour pouvoir le placer comme une brique de puzzle un peu où on veut, à différents niveaux de formation ou à différents types de modalités de formation, en fait, que ce soit en accès direct, intégrer un parcours d'ingénieur ou intégrer dans une formation, je ne sais pas, en classe inversée, dans le cadre d'un blended learning. Voilà. Donc, on aboutit à peu près à ça, que je vais passer assez vite. À l'intérieur de ces ADN, on va y trouver un ensemble de choses, mais pas n'importe quoi non plus. On ne va pas y trouver des choses trop contextuelles aux étudiants avec qui on va travailler. En fait, le but, c'est d'avoir quelque chose qui est un apport pédagogique un peu générique, qui va être complété ensuite dans les formations par du contenu qui le sera beaucoup moins générique. Mais disons, l'idée, c'est de poser des briques de base et puis ensuite les compléter effectivement par des forums de discussion, par des devoirs, même des quiz certificatifs qui dépendent beaucoup du niveau de l'étudiant. Là-dedans, dans l'ADN, on va y trouver justement tout ce qui n'est pas contextualisé et l'idée, c'est de surtout s'appuyer sur l'apport avec donc des entrées théoriques, des vidéos. Nous, on aime bien faire ça avec les vidéos. On a des profs qui parlent bien, on est tous dans cette situation, donc on profite de cette capacité, cette ressource pour pouvoir faire des vidéos. On trouve que c'est assez pratique et ça plaît aussi aux étudiants. Mais rien n'empêche de faire du texte, des slides, on peut faire tout ce qu'on veut en fait à l'intérieur. Et c'est là-dessus qu'on utilise H5P. Je note quand même autre chose, c'est qu'on va essayer aussi d'ajouter à cet apport quelques exercices pratiques ou tout simplement, éventuellement, d'évaluation formative qui vont permettre à l'étudiant de se positionner. Il faut bien comprendre que l'ADN, c'est une approche en auto-formation, donc il faut un échange s'il la consulte. Voilà. Alors, la stratégie de production que l'on a, donc, c'est la suivante. En général, on a produit beaucoup d'ADN comme de la manière suivante. On profite en fait de la production d'un cours très numérique, j'appelle un cours très numérique, un MOOC, une formation à distance, quelque chose qui intègre beaucoup le numérique, bien sûr. Lors de la conception, donc vous voyez, il y a deux personnes, il y a l'enseignant et puis il y a l'équipe Digital Learning qui l'accompagne en fait dans cette production en le guidant vers la production d'ADN, en lui disant, en promettant, la promesse étant que, certes, on va produire ce cours, mais en plus, tu auras des contenus que tu pourras utiliser dans tes autres cours. Pardon. Donc, l'idée, c'est ça, et donc de produire ça et de les centraliser dans un dispositif qu'on a appelé NAS, donc Nuggets as a Service, une approche orientée service. Pas de copie de données, pas de dispersion de données. L'idée, c'est de centraliser ces contenus quelque part pour pouvoir mieux les gérer, en fait. La problématique principale étant la gestion.
Une fois dans le serveur, l'idée, c'est qu'on puisse les intégrer facilement dans des dispositifs, dans des plateformes clientes. Ces plateformes clientes pouvant être Moodle, typiquement, hein, clairement, on l'utilise beaucoup comme ça, mais aussi, pourquoi pas, une plateforme de MOOC qui n'est pas basée sur Moodle, voilà, avec la possibilité également d'accéder, de donner un accès direct à ces contenus avec des plateformes de type micro-learning où les étudiants n'ont plus accès à un parcours complet sur un cours de 3 ECTS, mais un accès direct au contenu, au micro-contenu. Et puis, je note quand même qu'il arrive aussi qu'on produise des contenus, il est déjà 27, on produise des micro-contenus parce qu'un prof a besoin d'un ou deux ADN dans son cours campus classique, mais il a quand même besoin d'en faire, donc ça nous alimente quand même la base. Voilà. Et puis, bien sûr, au-delà du cours proprement dit, il va aussi l'utiliser dans ses cours campus. Voilà le schéma. Ça, c'est un schéma un peu plus technique de l'architecture. Donc, on a défini un peu une méthodologie pour la production. On a conçu un dispositif qui permet d'autorer les nuggets. Alors, en fait, donc Pierre l'a dit, H5P permet, en fait, on peut l'autorer dans n'importe quoi, dans Moodle, il suffit d'avoir une plateforme qui permet de faire de l'H5P, mais la fonction majeure de Nuggets Author, là, c'est plutôt la gestion. Alors, elle permet aussi d'autorer, comme Moodle, pareil, mais elle permet surtout d'ajouter des métadonnées, et de gérer le versionning et la publication des nuggets. C'est très important de pouvoir gérer ce versionning. Vous vous souvenez tout à l'heure de la fonction de maintenance qui était importante. Donc, la publication vers le NAS server, et puis ensuite, on utilise donc une interface technique ouverte, enfin standard, qui s'appelle LTI, hein, qui est connue, je suppose, de certains d'entre vous, et qui va permettre d'intégrer dynamiquement ces nuggets dans les différentes plateformes, comme je l'ai dit, Moodle, une plateforme de MOOC ou bien une plateforme développée from scratch parce qu'on a envie de faire un dispositif pédagogique très particulier. Voilà. Et puis, Pierre en a parlé, donc on a aussi l'intérêt des traces d'apprentissage. Donc, un auteur qui va produire des contenus va pouvoir aussi avoir des informations pédagogiques sur l'usage de ces contenus au travers des traces d'apprentissage qui peuvent très bien être utilisées dans les plateformes, justement, clientes qui vont être bâties sur le dispositif. Alors, voilà un exemple, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais voilà un exemple magistral, disons, de réutilisation. Voilà. Des nuggets qui ont été faites sur notre corps de métier, en particulier un cours emblématique qui est la mécanique du vol, a été réutilisé, vous voyez, dans le nombre de formes. Ça, à chaque fois, ce sont des formations différentes. Vous voyez que cette réutilisation, elle peut exister dans des contextes très différents. Vous voyez, une formation continue pour les ingénieurs d'essai en vol d'Airbus, mais aussi une formation par apprentissage qu'a construite l'ISAE et le groupe ISAE. Voilà. Et puis, les super-héros première année, bon bref. Voilà. Donc là, on voit bien que cette réutilisation est opérationnelle. Un autre exemple là d'usage des ADN, c'est un exemple récent. On a fait il y a quelques semaines, en fait, on a sorti un module d'aviation et climat avec une collaboration avec la météo, avec l'école météo. Et donc, bon, voilà, on l'utilise en blended avec un kick-off de cours. Ensuite, les étudiants font le cours avec les ADN principalement, enfin, suivent en auto-formation les cours avec les ADN, puis un wrap-up à la fin pour revoir les enseignants et discuter avec eux, mais avec des étudiants qui sont quand même plus des néophytes, puisqu'ils ont suivi quand même un certain nombre de contenus d'ADN. Voilà. Je dois dire quand même qu'en plus des contenus ADN qui sont réutilisables et décontextualisés, on y a ajouté des choses, des quiz par exemple, des choses comme ça qui vont venir ancrer et s'adapter en fait au profil des étudiants de la promo voulue. Voilà. Voilà. Est-ce que j'ai le temps de faire une démo ou pas? Il reste 1 minute, mais si ça prend 2 minutes, voilà. Ça risque d'en prendre... Enfin, ça prend à ce que tu veux, à la limite. Donc, la première chose, je vous montre ici
Oui. Je vous montre, voilà, je comptais vous montrer donc une démo de tout ça avec d'abord une démo d'une plateforme de micro-learning qu'on développe dans le cadre d'un projet européen qui s'appelle Universe, voilà, qui accède à certains des contenus du NAS. Okay. Une deuxième démo que je voulais faire, c'est comment de montrer que les ADN elles peuvent être aussi utilisées dans Moodle, clairement, et puis également, je voulais vous montrer un petit peu l'authoring, mais peut-être ça, je n'aurai pas le temps. Voilà, donc je commence. Alors, voilà la plateforme de micro-learning qu'on a construite dans le projet européen Universe, donc, qui donne une vision des différentes ADN qui ont été construites. Alors, je dois dire que Universe, c'est un projet européen sur l'espace et que malheureusement, comme on démarre, en fait, on n'a pas tellement de contenu sur l'espace pour l'instant. Donc, on a mis en fait du contenu Open Education qu'on utilise, qu'on a sélectionné du contenu Open Education, simplement pour que dans le projet, on comprenne ces notions et on voit des exemples de choses différentes. Voilà, alors du coup, je vous montre un exemple alors, vous voyez, pardon, ces contenus sont structurés, certains pour connaître un peu Netflix ici, c'est-à-dire l'idée, c'est pour faire des bandes comme ça qui vont s'adapter, alors soit être des sélections statiques, disons, soit s'adapter aux besoins ou ce qu'on pense être le besoin des apprenants. Voilà. Mais ça, ce n'est pas implémenté, comme c'est indiqué ici, c'est du fake, mais ça va venir, j'espère. Dans les développements futurs. Bon, voilà, je voulais vous montrer une ADN quand même. Si je la trouve, bon, j'avais sélectionné une. Donc, c'était celle-là. Voilà. Donc, transversal balance, voilà, c'est une ADN de mécanique du vol. Donc là, on y trouve clairement une vidéo. Voilà, bref, avec différentes choses classiques. Ensuite, un petit exercice H5P. Vous reconnaissez H5P hein, là. Voilà. Et puis, ensuite, voilà, une vidéo interactive, par exemple, des choses un peu élaborées qui sont possibles. Pardon, j'ai tout lancé en même temps, c'est pas terrible. Ouais. Et puis à la fin, encore un exercice avec. Alors là, c'est de l'intégration de GeoGebra. Vous voyez, donc, on fait des choses avec GeoGebra également. C'est une ADN assez lourde là pour le coup. Je pense qu'elle est assez longue, hein, celle-là. Et voilà. Donc bon voilà, ça c'est le micro-learning qui permet aussi d'accéder. Alors c'est pas encore tout à fait très joli, mais aux métadonnées de chaque ADN et avec un moteur de recherche, si j'arrive à enlever ce truc, qui va me permettre de retrouver, voilà, des ADN très vite. Donc ça, c'est pour l'étudiant qui veut accéder directement. Le deuxième truc, c'est, je voulais vous montrer un exemple de cours. Voilà, ça c'est un cours de formation, pour le coup, c'est un cours de formation continue, avec des parties comme ça. Et dedans, on y trouve effectivement des ADN qui sont couplés, qui sont associés à d'autres activités, comme je vous le disais tout à l'heure, décontextualisées. Ça, c'est le cours aviation climat, donc rien de différent. Voilà. Et puis, quand on clique sur une de ces ADN, on va avoir une voilà, donc très classique. D'accord, avec toujours, vous voyez, c'est court et ça reste, il y a une notion d'interaction. Donc, pour terminer, parce que je ne vous montrerai pas la partie auteur, mais pour terminer, je voulais vous montrer que on pouvait très facilement intégrer donc, sur Moodle les choses. Ce n'est pas quelque chose de compliqué. On a développé, en fait, je suis en train de chercher en même temps que vous parlez, j'ai du mal à faire deux choses. Voilà, je vais aller là. Voilà, par exemple, prendre celui-là. Et puis, donc, on a développé... Alors, on peut très bien utiliser LTI, qui arrive avec Moodle, et on peut tout à fait les intégrer comme ça, hein, les nuggets. Mais pour simplifier la vie des profs, on a développé je vais y arriver. On a développé, je vais aller en bas parce que voilà, je vais ajouter une activité. Donc, on a développé un petit plugin qui nous permet effectivement de rechercher
voilà, une nugget parmi celles auxquelles j'ai le droit et l'intégrer comme ça en un clic. Donc, hop, elle est là. Et maintenant, elle est disponible pour les étudiants. Voilà. Et donc, il n'y a pas toute cette complication avec les clés, etc., qu'on peut avoir dans LTI, pour ceux qui connaissent. Voilà, donc j'ai essayé de faire vite. Super, merci. Merci Laurent. L'exercice n'était pas facile, hein, je le sais, hein, c'est pas facile. Surtout que moi, je suis bavard. Donc, voilà. Alors, j'ai 2 questions. Donc, surtout pour l'instant, enfin, voilà, on débute. N'hésitez pas, je vais rallumer ma caméra pour que vous me voyez. Ce sera quand même plus sympa. Donc, voilà, il y avait quelqu'un qui souhaitait en savoir plus sur la partie auteur. Donc, voilà, je vais te poser les 2 questions et puis tu vas voir. Donc, la partie auteur est la plus intéressante. Peut donc donner quelques minutes de plus à Laurent. Voilà. Et là, j'ai d'autres questions. Donc, quelle est la véritable plus-value H5P par rapport aux multiples activités proposées par Moodle? Et donc, voilà. Donc, j'ai ces 2 questions-là. Donc, je ne sais pas par laquelle tu veux commencer, sachant que, je vous le dis, il nous reste 22 minutes. Et je sais que Laurent, tu vas devoir partir plus tôt. Il y en a une, je dois partir à 2h. Oui, pile, oui. Mais je pense qu'il y en a une qui s'adresse à Pierre sur H5P et l'intérêt des... je ne sais pas, je te propose de répondre, Pierre, si tu veux. Oui, on peut même collaborer pour répondre éventuellement, mais moi je dirais qu'en fait, là, c'est plutôt la capacité à avoir un contenu beaucoup plus transversal avec H5P, puisqu'on peut l'avoir sur plusieurs plateformes, et on récupère également la capacité, en même titre qu'une activité téléchargée, à le modifier. Donc on a beaucoup plus de facilité et de transversalité avec les outils de H5P. On a également plus de traces avec les interactions XAPI, comme on l'a vu, plus de traces que les activités Moodle, généralement. Donc là, on va savoir, par exemple, combien de fois l'étudiant a hésité sur une question avant même d'avoir validé sa réponse. Sur les QCM, on a pas mal de traces. C'est un bon exemple de pourquoi H5P a quelques avantages par rapport aux outils de Moodle. Ouais, j'ajouterais aussi que déjà, quand même, H5P propose des activités qui ne sont pas du tout évidentes de base à faire sur Moodle, à part à trouver des plugins X ou Y qui ne sont pas forcément cohérents les uns avec les autres. Il y a des activités d'interaction qui ne sont pas forcément existants from scratch dans Moodle, d'abord. Et Moodle a intégré H5P, en fait, pour justement, dans la mesure où, justement, c'était... intégrer le plugin par défaut, il arrive avec Moodle, donc il l'a intégré, ça veut bien dire que en fait, ça apporte quelque chose par rapport aux fonctions de base de Moodle. Et puis, la seconde chose que je voulais ajouter par rapport à ce que tu disais, eh bien, je ne sais plus ce que c'est. Voilà. Donc, c'était, je ne sais plus que... alors, oui, oui, il y a ces trusts, tu as parlé des trusts, tu as parlé de... Bon, voilà, non, je ne sais plus, j'avais un autre truc, mais voilà. Donc déjà, pour moi, c'est complémentaire. Je ne trouve pas dans Moodle ce qu'il y a dans H5P. C'est vraiment fait pour faire du contenu. C'est plus proche, à la limite, des outils auteurs que l'on peut avoir sur Commerce, qui permettent de faire des choses un peu comme ça. Bon, voilà, mais dans Moodle, on ne fait pas tout, quoi. On a une remarque sur l'incapacité à récupérer des traces de vidéos interactives dans Moodle. Alors, ça, je pense que c'est plutôt au niveau de Moodle qui gère en fait très peu de traces XAPI. Généralement, c'est délégué à des LRS, donc des systèmes qui sont là pour collecter les traces. Donc, Laurent peut en parler s'il le souhaite, mais Moodle va en fait, de manière très basique, stocker des notes obtenues à des quiz, mais il ne va pas stocker toutes les traces directement. Oui, effectivement. Moodle sait interagir avec H5P en client-fournisseur, en quelque sorte. Il va lui donner la main, puis il va récupérer les résultats, même quand on parle là de Moodle intégré d'H5P intégré à Moodle. Mais si on veut prendre toute la mesure des traces, il faut une infrastructure de gestion de traces d'apprentissage et mettre en place dans l'établissement, à côté de son Moodle ou à côté de l'ensemble de ses équipements numériques pédagogiques, ce qu'on a fait ici, un LRS, comme évoquait Pierre, qui est une sorte de base de données standardisée pour héberger des traces et savoir discuter avec les producteurs de traces que sont soit H5P, qui est un producteur de traces, mais aussi Moodle,
avec une extension, il sait produire avec un plugin, il sait produire des traces, mais aussi le quiz en amphi qui saurait produire des traces, le simulateur de vol et plein de choses qui peuvent permettre de concentrer en fait ces traces dans un dispositif unique. Voilà. Et voilà. Donc, nous, on pense que ces traces XAPI sont très importantes dans l'évolution, parce que Moodle, c'est effectivement un gros aspect du numérique, mais ce n'est pas le seul. En fait, on utilise plein de choses numériques maintenant. Et donc, l'idée, c'est de pouvoir collecter à 360 degrés éventuellement ces traces pour en faire des choses, alors avec tout évidemment la prudence qu'il faut côté RGPD, données personnelles, etc. Mais bon, c'est un autre débat. Mais voilà, XAPI permet ça, mais demande quand même un investissement, je dois dire, technique pour pouvoir l'exploiter à 100%. Alors, on a beaucoup de questions. Donc voilà, Vincent a déjà répondu à une question. La question, c'était est-ce que UNIT envisage d'organiser des formations pratiques ? Donc voilà, sur H5P, Vincent a répondu que oui, donc Vincent Belvert, directeur d'UNIT. Voilà. Et ensuite de ça, donc il y a eu une grosse frustration par rapport à la démo auteur. On me demande éventuellement un webinaire 2. Alors, Laurent, je te lance un appel. Hein. L'auteur, non, mais l'auteur, je peux vous le montrer, mais c'est rien de très joli comme ce que j'ai pu vous montrer, qui je trouve est joli. Mais, par contre, fonctionnellement, c'est vrai que c'est important. C'est pas tellement différent. Vous voulez que je vous le montre en 2 secondes? 2 secondes alors. Voilà, ça, c'est une plateforme auteur. Vous voyez, c'est très, très rudimentaire. Mais l'important, c'est qu'on va y trouver la possibilité donc, de prévisualiser sa nuggets. Hein. Vous voyez, ce n'est pas forcément prévisualisé de manière aussi soignée que ce qu'il peut y avoir sur les plateformes clientes, de pouvoir l'éditer et de pouvoir en particulier en éditer la partie métadonnées et la partie contenu. Là, la partie contenu, on retrouve tout à fait ce qu'on trouve dans Moodle ou dans n'importe quel système qui va permettre de créer du H5P, vous voyez, avec la possibilité quand même de pouvoir enchaîner différentes H5P, d'accord, directement dans la nugget, puisque c'est notre cas d'utilisation principal. Mais la valeur principale, elle n'est pas là. Elle est surtout dans le versionning de tout ça, c'est-à-dire la nugget, on va pouvoir faire des versions, et on va pouvoir publier certaines des versions. On va pouvoir dire que la version par défaut, c'est celle-ci, que par défaut, quand on insère depuis Moodle une nugget, eh bien, ce sera la dernière version qui sera utilisée, mais aussi, on pourra éventuellement dire que ce cours, il est basé sur la version 2 et je ne veux surtout pas que s'il y a des nouvelles versions de la nugget, ça suive. Pourquoi ? Parce que dans certains cas, voilà, on veut vraiment maîtriser le niveau de versionning que l'on publie. Voilà. Et donc, pour nous, ça, c'est quelque chose d'assez important pour pouvoir effectivement bien gérer cette diffusion. Enfin, autre chose très importante, c'est la diffusion. La diffusion, c'est, vu qu'on est dans un système donc, assez orienté service, on va pouvoir définir le spectre, enfin plutôt l'étendue de la diffusion. Alors, par exemple, ici, vous voyez, cette nugget, elle va être diffusée uniquement pour SupaHero. Donc, c'est uniquement les Moodle qui ont été déclarés de SupaHero, qui ont la bonne clé, etc., qui vont pouvoir voir et intégrer la nugget. Mais si je clique là ou là, je vais pouvoir dire, cette nugget, finalement, elle est open education, on va pouvoir y accéder publiquement dans une plateforme, par exemple chez Unit. Si vous aviez Unit, une plateforme de micro-learning, hop, elle apparaîtrait directement chez vous. Et puis, si je clique là, elle apparaîtra, vous vous souvenez tout à l'heure de la plateforme de micro-learning pour le projet européen Universe, bon, bah, voilà, elle apparaîtrait dans la plateforme Universe. Donc, l'auteur, l'idée va être maître, en quelque sorte, de son espace de diffusion. J'avais une question auquel, Laurent, je pense que tu peux répondre très rapidement. Est-ce que les nuggets et le NAS, c'est un projet en open source? Et est-ce que, si oui, est-ce qu'on peut avoir le lien? Alors, pour l'instant, non, c'est pas tellement qu'on veut pas. C'est que pour l'instant, si vous voulez,
comme c'est en développement continuel, on n'a pas les ressources pour gérer l'open source, en fait. L'open source, ça demande, si ça veut être bien fait, bien sûr. Sinon, on fout ça dans un coin et personne ne l'utilise parce que de toute façon, c'est trop compliqué à installer. Il faut beaucoup d'investissement pour pouvoir faire un produit véritablement, comme Moodle, par exemple, hein. Open source, qui soit robuste dans le temps, qui permette d'évoluer. Robuste dans le temps, évidemment, on s'y attelle, mais on est encore trop en phase amont pour pouvoir faire ça. L'idée qu'on a quand même, plutôt, je dirais, que ce serait plutôt de faire que le NAS devienne un dispositif mis à disposition d'une communauté et qu'on puisse, alors évidemment ce ne serait plus l'ISAE Super-Héros qui gérerait parce que ça nous dépasserait là pour le coup complètement, ce serait quelque chose comme Unit par exemple, je ne sais pas, qui pourrait donc proposer cette infrastructure et donc permettre finalement, parce que finalement l'important c'est de faire confiance à l'hébergeur, à Unit, bon, moi j'ai confiance en Unit, et donc de pouvoir ensuite déposer, utiliser, voire utiliser ceux des autres si les autres sont d'accord, etc. Donc, pour notre plan, c'est plutôt cette idée-là que de mettre en open source. Disons qu'on n'a pas dimensionné de ressources pour le faire. Voilà. C'était rapide hein, comme réponse. Ok, merci. Très rapide. Alors, je vous rassure, pour les gens qui n'auront pas... Oui. Excusez-moi, j'ai vu juste une question. Quel LRS recommandez-vous? J'en profite pour dire quel LRS on recommande. Moi, j'en recommande vraiment un, qui est celui qui s'appelle Trax LRS, qui est développé par le spécialiste français de XAPI. On a de la chance à Toulouse. On l'a près de chez nous et on travaille beaucoup avec lui. Et il fait ce produit, pour le coup, de manière open source. Donc, il est tout à fait intéressant de regarder de ce côté-là. Il est certifié... XAPI, et ce LRS, en plus, il maintient un plugin Moodle qui permet de connecter le LRS à Moodle. Voilà, donc, je vous conseille celui-là. Et il marche très bien. Ok, et peut-être une question simple. Dans quelle version Moodle H5P est-il intégré? Est-ce que c'est toutes les versions? C'est depuis la 3.9 qui fait partie du cœur, mais on peut l'utiliser depuis les versions précédentes avec le plugin qui est maintenu par Joubel, en fait, qui développe H5P. Donc, c'est un autre type de plugin. On peut très bien avoir les deux qui vont fonctionner de pair. Donc, 3.9 pour tout ce qui est utilisation depuis Moodle sans installation. Sinon, il faut passer par le plugin communautaire. Voilà, je viens de me rappeler ce que je voulais dire tout à l'heure sur un des intérêts de H5P. Un des intérêts majeurs pour nous, c'est aussi de pouvoir créer de nouveaux content types de manière, disons, plutôt, pas simple, parce que c'est quand même du développement, mais encadré par un framework qui est fait pour ça. Et donc ça, c'est extraordinaire. Le jour où vous voulez faire une activité un peu particulière à votre domaine ou qui est très spécifique, on peut le faire sans faire from scratch avec Moodle où on part de zéro et on doit tout faire. Là on a des dispositifs qui vont permettre d'aider la production. Ça, c'est un point important et on aimerait bien pouvoir aussi partager ces content types dans un futur possible. Donc là, pour le coup, en open source, parce qu'on pourrait ainsi on profiter de ces développements. Ok, alors je préviens tout le monde. Il reste 10 minutes. Si jamais vous posez une question auquel on n'a pas pu répondre dans le webinaire, on pourra y répondre ultérieurement. Et Pierre, je te laisse peut-être préciser que en fait, il y aura un guide auteur qui va être créé et peut-être parler du Discord. Oui, on a donc un guide auteur qui pourra être mis, je pense, en accès libre pour tout ce qui est accompagnement à la prise en main des différents outils de H5P. On a également un serveur Discord qui peut servir aux personnes intéressées par le projet pour échanger autour de l'utilisation de H5P. On l'utilise en interne pour le projet Punchy. Donc, il y avait une question qui concernait l'utilisation de H5P dans des évaluations certificatives. Alors, on peut l'utiliser, puisque en fait, c'est tout ce qui est activité de type QCM, c'est relié au carnet de notes Moodle, donc on peut récupérer les notes.
Bon, par contre, c'est pas conseillé par H5P puisque en fait, le code source des questions est exposé en quelque sorte et un étudiant qui serait expert pourrait peut-être tomber sur les réponses en recherchant bien. Donc, pour tout ce qui est utilisation en évaluation, H5P conseille quand même de les faire sur Moodle. Pour tout le reste, il n'y a pas de problème pour l'emploi. Donc, ça serait plutôt pour du formatif et ensuite de ça, pour du certificatif, on utiliserait plus Moodle. Voilà, ou alors il faut encadrer le QCM en salle, voilà, Oui. pour qu'il n'y ait pas de triche possible. D'accord. Une autre chose aussi que je voulais préciser, c'est que sur le site web d'UNIT, on pensait faire une fac. Donc voilà, avec toutes questions qu'on pourrait se poser sur H5P. Donc aussi, j'ai récupéré toutes vos questions et on pourra aussi intégrer les réponses à ces questions sur cette fac. Donc voilà, il y a des questions. On a parlé. Oui, il y a une question très technique. Parlez-vous d'une mise en œuvre très technique de type Elasticsearch Kibana? Je ne sais pas qui peut répondre à cette question. Oui, je pense. Alors, je ne sais pas dans quel contexte. Nous, on utilise Elasticsearch Kibana dans le contexte de l'analyse. En fait, Elasticsearch, c'est une base de données. Kibana, c'est un viewer de la base de données, c'est-à-dire que ça permet de faire des graphiques. Et effectivement, on utilise ça, nous, quelquefois, pour exploiter les traces du LRS. En fait, voilà. Ça nous arrive de faire des calculs à partir des traces brutes qui sont déversées par les nuggets, etc., dans le LRS, et puis ensuite de faire des calculs avec et de les transformer, en gros, ces traces, pour les rendre intéressantes pour certains aspects. Et donc, on utilise, là, pour le coup, effectivement, Kibana, et plutôt Elastic pour la base de données, qui est très performante, et Kibana pour l'affichage. Mais bon, voilà, c'est anecdotique, je dirais, on pourrait utiliser autre chose. Donc, je précise, les informations relatives à ce webinaire seront sur le site de l'Université numérique. Donc, j'ai mis le lien dans le chat. Oui, super. Il y avait une question aussi, c'est pour toi, Laurent. Donc, est-ce possible d'intégrer les objectifs d'apprentissage dans les métadonnées d'un Nuggets? Et si oui, sont-ils recherchables en plein texte? Alors, aujourd'hui, oui, justement, ça nous gêne, en fait. Mais oui, c'est vrai, c'est possible, mais ça ne va pas, en fait. Et donc, on est en train de travailler sur l'évolution de ça de manière un peu plus structurée. Ce qu'on voudrait, c'est être capable de modéliser en quelque sorte la Nuggets avec des learning incomes et des learning outcomes. N'oublie pas que c'est 30 minutes, hein, c'est très fin. C'est un travail compliqué et peut-être pas très simple, hein, en fait, hein, mais on aimerait bien pouvoir faire ça, des learning incomes, outcomes, et de pouvoir ensuite pouvoir manipuler en quelque sorte ces nuggets depuis un programme, par exemple, pour en faire des assemblages intéressants ou de trouver, si vous voulez, des chemins là-dedans qui soient utiles à tel et tel prof. Alors, pour l'instant, ça n'est que des lignes de texte, on va dire. Et effectivement, on utilise, alors pour le coup, là, une GED. Alors, effectivement, la GED, en fait, derrière le NAS, il y a une gestion documentaire qui est basée sur Nuxeo, en fait, hein, peu importe, mais et Nuxeo utilise Elasticsearch, en l'occurrence, comme base de données également. Donc, on va chercher très vite les informations, non seulement des objectifs, mais aussi d'autres champs des métadonnées. C'est ce qu'il y a aujourd'hui, voilà, et j'espère que ça bougera plus tard. Ok. Une question qui peut être intéressante sur l'accompagnement des enseignants à la création de ces contenus et aussi comment vous faites pour leur montée en compétences. Donc, je pense que c'est pour toi, Laurent, pour préciser comment vous y prenez. Alors, en fait, ici, les enseignants font leurs espaces de cours Moodle. Pour ceux qui en gros, ils ont tous une présence sur le LMS, mais ils alimentent, alors certains plus que d'autres, hein, évidemment, et de manière plus élaborée que d'autres, leurs espaces Moodle avec tout ce qu'ils veulent, hein, effectivement. Mais quand on fait des nuggets, pour l'instant, c'est vrai qu'on est en appui, l'équipe pédagogique est en appui, l'équipe numérique est en appui, au moins au début,
pour montrer comment on fait, peut-être pour tourner, s'il y a des tournages élaborés avec des fonds verts et tout ça. Bon, voilà. Le but étant encore une fois de minimiser le temps de l'enseignant aussi, hein, et d'essayer de trouver des moyens. Nous, on a l'habitude, et ça va assez vite pour faire certaines choses, que l'enseignant qui le fait ponctuellement aurait plus de temps. Voilà. Donc, on fait ça. Certains enseignants s'en emparent et vont plus loin tout seuls. C'est quand même facile, hein, c'est vraiment pas compliqué. En tout cas, sur la partie H5P, c'est pas compliqué. Et puis d'autres, voilà. Et on a pour projet, toujours pour projet, on a du mal à le faire finalement, de faire ça avec des étudiants. C'est-à-dire d'avoir un étudiant à côté de l'enseignant qui l'aide sur la partie numérique, mais qui comprend ce qu'il dit, en gros, scientifiquement, et l'équipe IDEA un peu en appui pour encadrer l'étudiant, etc., sur le volet pédagogique. Voilà. On aimerait bien pouvoir faire ça, on trouve que c'est une bonne approche et une bonne manière d'apprendre aussi pour l'étudiant. Les questions pleuvent, hein, c'est génial. On a une question sur la différence entre H5P natif Moodle et le plugin. Donc la différence, c'est que donc, le H5P natif Moodle, c'est maintenu par les développeurs Moodle. C'est les mêmes contenus que sur le plugin maintenu par Joubel, à la différence que Joubel a annoncé que leur plugin maintenu par eux-mêmes sera certainement plus à jour lorsqu'ils vont faire des modifications un petit peu plus impactantes sur l'éditeur, en fait. Donc, pour l'instant, il n'y a pas de différence. Il y a des fonctions assez utiles comme la capacité dans Moodle par le plugin natif lorsqu'on importe un contenu dans la banque de questions, à le lier dans les cours, c'est-à-dire que toute modification faite dans la banque de contenu va se répercuter partout où le contenu est utilisé. Voilà. Donc ça, c'est une belle avancée. Pour le reste, ça fait la même chose. OK. Il y a quelqu'un qui demande si on pourra faire un tutoriel sur comment insérer les contenus H5P sur Moodle. Oui, donc ça fait partie du tutoriel que l'on prépare. OK. Ouais, super. A-t-on accès à des fichiers de réponse des étudiants sans LRS ou sont-ils liés au LRS? Alors là, je pense que je peux répondre en partie. Donc, comme Moodle ne stocke pas toutes les données en fait, de toutes les interactions, on va être en capacité globalement d'avoir la réussite ou non à l'activité. Par exemple, un QCM, on n'aura pas toutes les interactions. Donc là, il faudra aller au niveau du LRS, collecter ces informations et les retraiter. OK. Eh ben, on a deux dernières questions. Peut-être il nous reste 1 minute. Donc, l'utilisation massive de H5P qui alourdirait le temps de chargement des cours, et en tout cas le volume des exports. Donc, ça, oui, ça peut être vrai. Donc, on a quand même quelques fichiers en plus lorsqu'on utilise H5P, mais globalement, ce qui va aller alourdir, c'est les médias qu'on va utiliser, donc les images, les vidéos éventuellement, parce qu'on a quand même tendance à importer souvent des vidéos dans H5P, puisqu'il le propose assez simplement. Donc, il faut faire attention au type de contenu qu'on emploie. Pour le reste, je pense que les quelques mégas qu'on peut avoir en plus dans un cours liés au type même des contenus de H5P de base, sans parler des contenus, ils sont plutôt, ils posent pas tellement de problèmes. On peut peut-être regarder au niveau des contenus qui sont embarqués, s'ils sont optimisés ou non. Mais tu n'as pas de recommandation particulière pour la configuration de la plateforme? Non, à part faire attention au type de contenu qu'on héberge, évidemment. Donc les vidéos, si on peut les déporter, il vaut mieux les déporter, évidemment. Vérifier le poids de tous ces éléments. OK. J'ai une question pour la rediffusion du webinaire. Donc, oui, il sera diffusé via la newsletter de l'Université numérique, via la newsletter de la communauté des talents pédagogiques. Si vous n'êtes pas membre, je vous invite à vous y inscrire. Et aussi, ça sera disponible sur le site de l'Université numérique et sur le site d'UNIT. Donc, voilà. Et alors, on a encore, alors, où trouver les sources de fonctionnalités H5P alternatives dont vous parliez? Donc ça, c'est les développements communautaires, j'imagine. Donc là, malheureusement, il faut gratter un petit peu sur le web, sur GitHub principalement, sur les forums qui peuvent aussi traîner sur le site H5P. Ça va être des développements globalement
localisés, qui ne sont pas forcément totalement terminés ou qui sont en cours d'intégration dans la banque officielle de H5P. Donc, il faut faire un petit peu de recherche. Ouais. Je conseillerais de faire un tour sur GitHub et sur les blogs de développeurs. OK. Et peut-être une dernière question sur la différence entre les learning outcomes et les learning incomes. Oui, en fait, l'idée, c'est d'avoir, vous savez, des choses en entrée, des choses en sortie, quoi, d'essayer de savoir à peu près ce qui permet d'être le niveau à la sortie, le niveau à l'entrée. Donc, ce serait, disons, des prérequis, on va dire, des prérequis spécifiques qu'il faudrait avoir et donc qui permettraient d'aller les chercher en amont des ADN ou des nuggets qui pourraient répondre à ces prérequis. Voilà. Mais encore une fois, il n'y a rien de fait, hein, c'est une idée juste comme ça. Ouais. Puis on a quelqu'un qui nous pose la question si en gros on serait disponible pour répondre à des questions en complément. Donc je vous invite à utiliser l'adresse, si tu es d'accord Pierre, oui, bien celle sûr, qu'on a communiquée dans la newsletter. Je vais vous le mettre dans le chat. Sinon, vous retrouvez l'info sur la publication du site unit.eu éventuellement. Ouais, je regarde du coup. Pouvez-vous donner des liens de ces newsletters, s'il vous plaît? En fait, il faut s'inscrire. Comment s'inscrire à la newsletter, Pierre? En fait, vous aurez une actualité. Je pense que le plus simple, c'est ça, de consulter le site l'universiténumérique.fr. Vous trouverez une actualité dès qu'on aura la rediffusion en place. Et par la suite, vous pourrez également trouver le lien pour s'abonner à la newsletter. Sinon, je vous invite à me contacter via LinkedIn, donc Nathalie Leneveu, Lenevuu. Et moi, je mettrai dès que c'est disponible en ligne via LinkedIn le lien. Donc voilà, comme ça, vous aurez l'information. Autre possibilité. Et donc, la cartographie des talents, eh ben, je vous invite à vous créer un compte. Donc, www.cartotalent.fr. Et donc, voilà. Et si vous voulez, vous pouvez mettre dans le chat votre adresse mail et je m'assurerai de vous ajouter à la liste d'envoi de la newsletter du collectif de la cartographie des talents. Donc, voilà. Laurent, on va te laisser nous quitter parce que tu dois nous quitter. Oui. Donc, voilà. Merci à tous et au revoir. Ouais. Merci vraiment à tous parce que c'est vrai qu'on était nombreux et c'était chouette. Donc, on va refaire un tour pour voir si on a oublié des questions et puis on essaiera de répondre aux questions éventuellement dans un compte-rendu ou dans la fac. Donc, voilà. Donc, on s'excuse si on n'a pas répondu à une question, s'il y a une question qui est passée à la trappe, mais voilà. Je vous remercie beaucoup. Je vous souhaite une excellente fin de journée. Merci Pierre. Parce que je remercie Laurent parce qu'il est parti, mais voilà. Merci. Sans vous, ça n'aurait pas été possible d'organiser ce webinaire et je pense que c'était un franc succès parce que nous étions presque 150 participants. Donc voilà. Je ne vous l'ai pas dit pour pas faire monter la pression, mais voilà, c'était chouette. Donc je vous remercie à tous et puis à bientôt. Merci, au revoir.